Et bonjour et bienvenue dans Critique Biaisée, édition spéciale Astérix et Obélix, le combat des chefs. Comme cette musique vous a peut-être inspiré, vous a peut-être transporté à l'époque gallo-romaine, c'est important, et non pas que galloise, que gaulesque. Qui sait? Nous allons aujourd'hui traiter par toutatis du combat des chefs d'Astérix et Obélix sur Netflix. Panoramix a perdu la recette de la potion magique et Netflix en a peut-être profité pour retrouver la hype ou pas, ce que nous allons essayer de discuter dans ces quelques minutes, peut-être heures devant nous. Est-ce que Chabat, qui est au pilote, aux manettes de cette série, a encore mis son grain de sel, son grain de folie dans cette petite potion? Ou est-ce qu'il s'est pris un menhir sur le pied? Il y a eu beaucoup d'ailleurs de promos autour de cette série, un petit peu partout, dans tous les médias. On va essayer de le décoder. Et pour introduire notre cast aujourd'hui de Critique Biaisée, bien en forme, en ce dimanche pour nous, soir, nous allons essayer de répondre à cette première question. Et je vais commencer par Benjamin. J'ai très envie de savoir si tu pouvais balancer symboliquement un menhir sur quelque chose ou quelqu'un qui t'agace en 2025, qu'est-ce que ce serait? Et dis bonjour à l'audience, s'il te plaît. Dis bonjour, ok. Dis bonjour. Je dis bonjour parce que tu m'obliges. Bonjour tout le monde. Soyons polis, à un moment donné. Voilà. Et si je devais balancer un menhir sur quelqu'un, je balancerais un menhir sur Olivier qui n'est pas avec nous parce que ça me rend triste. Ah, Olivier, petit clin d'œil, comme d'habitude, un petit ange parti trop tôt. Mais petit coucou d'outre-tombe. Très bien. Olivier, tu t'es pris... il s'est pris un menhir, donc si tu veux, on a vu ce que ça donnait à Panoramix dans la série. Romain, et toi, sur quelque chose, il y avait quelque chose, c'est pas forcément quelqu'un, Benjamin l'a traduit comme ça, mais ça peut être quelque chose, ça peut être complètement impersonnel. Un menhir sur chaque gars qui écoute pas le podcast, mon gars. Ça ferait du ménage, je te le dis. Parce que ça m'énerve. Beaucoup, alors. Ça m'énerve. On dit réduire la population, quoi. Ouais, on aussi, progressivement, Critique Biaisée, c'est pour ça, un peu tel Rome, mais il y a encore beaucoup de villages qui résistent. Il y a du monde qui résiste là pour l'instant. N'hésitez pas à en parler à vos amis, à votre famille, à votre mamie. Tous les chemins mènent à la Biaise. Tout à fait. Excellent. Putain, mais c'est pas le mot de la fin, c'est le mot du début. Pierre, et tu ne peux pas dire Benjamin, sur qui tu balancerais un menhir en 2025. C'est marrant parce que je ne comptais pas dire Benjamin, mais j'ai quand même ma petite idée en tête parce que je me remets toujours pas de cette histoire et mes nuits sont hantées par des rêves lents et laborieux et sans aucun goût de cette merde insondable qui reste White Lotus dans mon esprit. Donc je balance mon menhir métaphorique en plein dans la gueule de Romain. T'habites pas loin. Alors, je te jure, c'est bien joué, ça. Mais je veux pas me lancer sur la prochaine série qu'on va faire parce que en plus, restez jusqu'au bout et dites-vous qu'elle est aussi lente, voire plus lente que White Lotus, mais restez jusqu'au bout pour savoir de quoi on parle. Donc très bien, nous avons eu des menhirs balancés un petit peu partout. J'aime bien, ça plante le décor. Écoutez, je n'ai même pas réfléchi à ma propre question. Et si je dis quelque chose, ce sera très politique. Donc je pense qu'on va le laisser de côté. Je pense que vous saurez tous sur qui j'ai envie de balancer ça. On m'annonce dans l'oreillette que Elon Musk vient de mourir écrasé par une pierre. Voilà, faut pas espérer la mort de quelqu'un, mais évidemment peut-être un menhir. Juste le rendre fou quelque temps et qu'il oublie Twitter par exemple. Qu'il oublie, peut-être qu'il s'est pris un menhir sur la gueule. Peut-être ça explique beaucoup de choses. C'est il y a quelques années, c'était un mec bien, mais bon, ce n'est pas l'objectif de ce podcast de refaire la tech, malheureusement, un jour peut-être. Tout a changé dans une grotte au Thaïlande. Les amis, nous allons parler du coup d'Astérix et Obélix, le combat des chefs sur Netflix. Et pour ce Previously in the Village, je vais laisser la parole à Benjamin qui nous a préparé la meilleure introduction pour nous parler de cette guerre des Gaules. GAU2LE, n'est-ce pas Benjamin, s'il te plaît, ne dérive pas. À toi. On peut parler de la guerre des Gaules écrite différemment, mais ça va être un autre podcast, quoi. Attendez, moins de 18. Non, on parle de pêche. C'est la pêche, bien sûr. Par contre, oui, bien sûr, oui, la fameuse, oui. Non, mais tu m'as introduit bien gentiment pour un truc que j'ai chopé sur Wikipédia. Quelle introduction de la Gaule. On est de plus en plus professionnels, on prépare les podcasts, bien sûr, évidemment, mais voilà, certains, voilà, Benjamin, à toi. C'est certains, voilà, qui ne branlent pas une. Donc nous allons parler d'Astérix et Obélix, le combat des chefs, adaptation de la BD sortie en 66 de Goscinny et Uderzo. Ouais, mais je suis un comme ça, moi. Et moi, je trouve, quand j'ai vu la date de parution de la BD, honnêtement, ça m'a fait waouh. Parce que pour moi, Astérix, ça, c'est quand j'étais petit, tu vois. Et le truc, il a 60 ans l'année prochaine. Après, t'as quel âge? Juste pour la gueule.
Et Maintenant, t'es Pas ma vieux, quoi. réponse. C'est ça le truc. Hein. bah, disons que quand la BD est sortie, j'avais pas loin de... J'aurais eu 30 ans, quoi. Enfin, ouais, putain, ça fait 30 ans avant que je naisse, quoi. Voilà. T'avais 30 ans quand la BD est sortie? Putain, c'est fou. Non, ça explique cela. 33, 30... Oh, je sais plus compter. Et de Mais, quoi ça parle? Eh ben, ça parle tout simplement d'un nouveau plan de notre ami César pour conquérir ce petit village d'irréductibles qui refuse de se soumettre à la puissance de l'Empire romain. Et pour ce faire, ils vont tenter d'organiser un combat des chefs dans la pure tradition gauloise afin de destituer à bras raccourcis et prendre le contrôle de l'entièreté de la Gaule. Et pour ce faire, mettre Panoramix, l'homme à l'origine de la puissance de ce petit village, hors d'état de nuire. Écoute, vont-ils y arriver? Ne vont-ils pas y arriver? Telle est la question que vous aurez, dont vous aurez la réponse quand vous aurez fini de regarder sur Netflix, du coup, le combat des chefs. Comme d'habitude, critique biaisée, arrêtez-vous là si vous ne l'avez pas vu, mais nous allons rentrer un petit peu dans les détails pour essayer de voir ce qui a bien marché, ce qui a plu au cast, ce qui n'a pas plu au cast, ce que nous avons détesté. Et nous allons commencer par une question phare. D'abord, un petit tour de table. Est-ce que le combat des chefs fait-il effet? Moi, je me suis souvenu beaucoup de la BD, puisque je l'ai vu quand j'étais effectivement gamin, même si je n'avais pas 30 ans comme toi, Benjamin, quand elle est sortie. T'étais plus vieux. Mais voilà, est-ce que pour vous, ça a fonctionné? Est-ce que vous avez bingé cette série avec plaisir? Ou est-ce que c'était un calvaire? Et dans cette question-là, peut-être, est-ce que cette touche, puisqu'en fait, ce qui est intéressant, c'est ce que le réal fait au travers de la série, c'est pas tant la réplique exacte de la bande dessinée, mais plus les petits plus ou les petits moins, selon ce que vous avez aimé ou détesté, qu'en a fait Chabat. Est-ce que ça a fonctionné pour vous? Et je vais commencer par Pierre. Est-ce que tu as apprécié ce moment? Est-ce que le combat des chefs, d'ailleurs, tu l'avais lu? Est-ce que ça t'a rappelé quelque chose? Est-ce que tu l'as découvert? Est-ce que ça a fait effet sur toi? Alors c'est compliqué parce que j'aime bien Astérix, etc., mais toujours de très loin. Moi, c'est pas la BD de mon enfance, c'est pas le truc qui m'a spécialement bercé, mais j'aime bien sans plus. Mais à un point où les noms de BD, par exemple, m'échappent un peu. Donc quand j'ai commencé à regarder, j'ai pensé que c'était un truc nouveau. Alors du coup, quand je vois qu'ils arrivent et qu'ils veulent choper Panoramix, je me dis, oh bah, quand même, j'ai un peu entendu ça à chaque histoire, ça commence à être redondant. Puis j'ai réalisé qu'en fait, effectivement, c'était un truc déjà raconté. Mais en soi, ça a pas tellement... Enfin, moi, j'ai pas passé un mauvais moment. Visuellement, j'ai trouvé ça très, très réussi et ça m'a embarqué. Et en soi, même si l'histoire, je la connais, la Chabat Touch, elle était un peu là, même si elle était plus soft que ce que je m'attendais. Ça reste une BD, donc on sait qu'il y a une notion un peu pour enfants. Mais ce qui m'a peut-être un peu déçu, c'est que parmi toutes les blagues, etc., qui sont pour la plupart, je trouve, un peu rigolotes, les sous-lectures que tu aurais pu attendre, les références un peu plus modernes, un peu plus politiquement maintenant, quoi, je les ai trouvées pas assez subtiles et pas assez bien entrelacées avec l'histoire. Et je me suis dit, ouais, tu vois qu'ils sont pas en train d'essayer tellement de te faire réfléchir, mais que c'est pensé pour un public assez jeune. Et c'est là où Chabat aurait pu être un peu plus brillant, je trouve, et je trouve ça un petit peu dommage. Par contre, c'est bien vendu, les performances des voice actors, je les ai trouvées top. Visuellement, ils sont en train de faire des trucs sympas, je trouve. Et honnêtement, pour un truc aussi court, ça m'a pas gêné. J'ai passé un bon moment, je le regarderai pas 20 000 fois, mais c'était cool. Ok, bon, on va revenir un petit peu de toute façon sur tous ces sujets, que ce soit le voice acting ou la prod, mais très cool. T'as de prod effectivement qui est à Toulouse. Du coup, Netflix a mis à concurrence beaucoup de studios, mais c'est eux qui ont remporté cette prod, donc c'est vraiment cool. On a 2 Toulousains dans la salle et un expatrié à Berlin me concernant, mais voilà, c'est proche de chez nous, hein, comme on dit. Romain, toi qui travailles en plus à Toulouse, hein, milieu du qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai détesté. Non, je déconne. Ouais. Non, j'ai bien aimé. Après moi, Astérix, contrairement à Pierre, du coup, j'ai lu toutes les BD gamin, plus que Tintin. Vraiment, c'était vraiment mon délire. Ouais, j'aimais trop Astérix. Donc là, moi, j'y suis retourné avec plaisir et j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait. Vraiment, je trouve ça super beau. Comme Pierre, vraiment là, leur 3D, le cel shading là, on dirait des BD, on dirait vraiment une BD animée. Je trouve qu'ils ont été très forts sur ça. Voilà, il y a des références à gogo, vraiment avec des petits milieux pop culture, l'univers d'Astérix mélangé. On sent que les créateurs se sont fait plaisir en fait, déjà, je trouve, et c'est agréable. Tu vois, on sent qu'ils sont pas forcés, on sent qu'ils ont pris du kiff à le faire et ça se ressent dans les épisodes. C'est drôle, c'est rythmé, tu le sens pas trop le temps passer. En même temps, c'est très court, je crois vraiment. On a genre 20 minutes par épisode, parce que je crois que ça dure 35 minutes sur Netflix, mais il y a un quart d'heure de crédit à la fin.
Donc j'ai trouvé vraiment j'ai passé un bon moment. Ouais, peut-être comme disait Pierre, on attend peut-être un peu plus de Chabat dedans, mais ça reste, je pense que ça reste un peu orienté enfant et il y a cette double lecture, mais du coup c'est assez léger et peut-être en tant qu'adulte tu peux attendre un peu plus. Mais sinon vraiment globalement, j'ai passé 5 épisodes très cool, voilà, très content plutôt. Ouais, c'est léger, et puis il y a toujours forcément enfin, c'est pas complètement inventé, donc forcément il y a une trame de fond sur laquelle tu dois récupérer, donc il y a toujours une teinte en fait qui est faite, mais je pense qu'il n'y a pas une liberté d'un nouveau chapitre ou de quelque chose comme ça, tu vois, qui peut avoir lieu. C'est pas une création à 100%. Chose que j'avais pas compris avant de regarder cette série. Pour moi, en fait, quand j'avais compris qu'il y avait un Chabat Astérix et Obélix, j'avais pas déjà compris que c'était une reprise, et je croyais que c'était une création from scratch, ce que j'aurais, je pense, plus apprécié. Mais dès lors, tu vois, c'est forcément codé, et il y a juste quelques petits trucs à côté qui font que ça peut être cool, quoi. Je me pose une question dont j'ai pas la réponse, là, peut-être que vous le savez. Est-ce qu'il y a eu du coup des dessins animés comme ça d'Astérix qui ont été inventés? Est-ce qu'ils ont le droit de le faire sur du dessin animé? Je sais que sur le film ils peuvent, mais est-ce que vu que c'est animé, ils ont le droit d'inventer une histoire? Je sais pas du tout, parce que je sais pas s'il y a eu des dessins animés inventés. Pour nous conseiller. À ma connaissance, le seul autre film qui avait été fait, je crois que c'était Le Domaine des Dieux, où il y avait une adaptation en série, film. Je crois que c'était un film d'ailleurs. Astier qui a fait ça, non? Ouais, oui, il y a Astier qui a fait mais ça, du coup, pareil, c'est basé d'animation. Mais c'est basé sur une BD, ouais. Donc est-ce que à partir du moment où c'est de l'animation ou du dessin animé, est-ce qu'ils ont le droit d'inventer quelque chose? Bonne question. Il y a un truc là justement qui est en pourparlers avec Chabat et l'héritière de Goscinny. C'est l'adaptation en série d'un album qui est jamais paru. C'est Astérix. Ça c'est cool. Alors, c'est Astérix. C'est celui où César gagne enfin, quoi. Okay. Enfin, le gentil. Ouais, c'est ça. Ou enfin le gentil gagne. Ouais. C'est Astérix au cirque. En fait, c'est l'héritière de Goscinny qui a retrouvé un manuscrit de 20 pages complètement scénarisé. Alors, il y a des trous parce que tout n'est pas fini. 20 pages, une BD, c'est entre 48 et 50 pages normalement. Et elle a l'air assez chaude dans l'idée de confier ça à Chabat. Chabat qui a mentionné que le défi l'intéresse beaucoup, etc. Donc potentiellement, on aurait du nouveau. Ok. Parce que jamais sorti. Ça serait chouette. Ça serait sympa, ouais. Ouais, parce que j'espère que du coup, il y aura un succès rencontré avec cette série pour que ça donne libre cours en fait à cette créativité basée sur l'existant, j'entends, tu vois, mais qu'il y aille un cran plus loin. Et bon, je donnerai mon avis après, mais du coup, Benjamin, toi, t'as kiffé, pas kiffé, t'as été embarqué? Ouais, et je t'avoue que au début, j'étais pas parti super confiant. Visuellement, c'est très joli, mais moi, j'ai eu un problème. Je pense que ça concerne que moi parce que personne n'en a parlé. Le mixage audio, au début, j'ai trouvé trop bizarre. Quand ils ont commencé à parler dans les premières scènes, j'étais en mode elles sont bizarres les voix, c'est trop au-dessus, trop en dessous. Ils auraient touché à sa gate, tu vois, comme un certain membre du club de critiques biaisées. C'est ça. Non, je sais pas, j'ai eu un peu, et même avec les voix au début, j'ai eu un petit peu de mal. Je sais pas, j'ai eu du mal à rentrer au tout début dans la personnification des caractères qu'on avait. Et mis le son sur ta télé, t'es sûr? Ouais, bah c'était sous-titré en croate, alors peut-être que mais tu l'as regardé en japonais. Comme tu rigoles, mais moi je l'avais en... T'as cru que c'était un animé, quoi. Mais, tu rigoles, mais moi je l'avais en russe au début. Hein. Je sais pas comment je m'étais dérouillé, mais je l'avais en russe. Et pourquoi pas? Et bah... compliqué, c'est pas gêné, quoi. Okay. Ouais, à part ça, très joli, le mélange de la 3D qui est très bien fait, très joli, avec les décors un peu peints en arrière-plan. Ça, c'est trop beau, ouais. Ouais, et j'ai beaucoup aimé le premier épisode où il y avait beaucoup de rappels à la BD, justement, où il traverse les Romains avec des onomatopées qui s'étirent, la typique scène de fin où il met le coup de poing romain qui s'envole dans la première page de toutes les BD Astérix. Aussi, les petites prises de risque visuelles qu'ils ont faites, genre quand Panoramix est devenu complètement fou, où il y a Astérix lui dit tu me reconnais, Panoramix? Et il le voit en crayonné en bord. En bleu, en bleuté. Ouais, c'est ça. Et j'ai trouvé ça assez cool. Enfin, il y a eu visuellement plein de prises de petites prises comme ça, de risques entre guillemets, parce que bon, c'est pas risqué, mais d'innovation, on va dire, et qui sont vraiment cool. Après, pour ce qui est du scénario, bah, c'est la BD, quoi, avec quelques petits changements. C'est très enfantin dans l'écriture, globalement, mais en même temps, là où on avait Mission Cléopâtre fait par Chabat également, où il y avait un ton un peu plus adulte, là, on sent qu'on baisse un petit peu dans l'interprétation, dans le dialogue, dans le discours. Mais en même temps, bah, c'est l'adaptation d'une BD. Ouais, c'est l'animation, quoi. Ouais, et puis tu sens que c'est fait pour être plus enfantin de base, quoi. Je pense que le public cible est radicalement différent. Et d'ailleurs, mes neveux qui ont 10-11 ans, c'est ça, Pierre? Enfin, 11 ans et... Enfin, 10 ans et 10. 8.
Ouais. Du coup, on le regardait et on kiffait, quoi. Et effectivement, c'est une double lecture un peu à la Disney, parce qu'il y a toujours énormément de références qu'ils n'auront jamais. Par contre, le rythme, les dessins, tout ça fait que c'est l'adaptation de la BD, quoi. Donc ça fonctionne. Après, du coup, ok, moi j'ai eu du mal à rentrer dedans, pour être honnête. J'ai trouvé, contrairement à vous, vous encensez le graphisme. Moi, j'ai trouvé ça dégueulasse au début. Ah ouais. Je me suis dit, putain, ils ont pas de cadre graphique pour faire du cel shading, parce qu'en fait, je trouvais ça très plat, très. En fait, on dirait que ils ont aucun budget pour faire quelque chose qui s'enchaîne. J'ai trouvé ça vraiment très low poly, en fait. Et j'étais là, putain, c'est un peu naze. Et je trouvais pas du tout que ça faisait dessin de bande dessinée. Donc, je suis un peu surpris de ce que vous dites en l'ayant remarqué dès le début, notamment du premier épisode. Moi, j'ai eu du mal et j'étais un petit peu, mais on en reparlera un petit peu parce qu'il y a une section dédiée à la DA. Je trouvais que c'était un peu awkward, un peu uncanny valley, avec notamment les yeux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le blanc des yeux il ressort particulièrement, notamment dans certaines scènes. Et j'ai été un petit peu choqué et je m'y suis fait complètement. Et après, je trouvais que ça déroulait extrêmement bien et j'ai reconnu le travail, tu vois, derrière. Mais au premier abord, j'ai trouvé ça très particulier. Donc ça m'a un peu choqué. Et après, une fois que j'étais dedans, j'étais là, putain, ouais, c'est cool en fait. Mais je suis pas du tout d'accord sur le côté c'est beau, tu vois. On a parlé de beaucoup d'œuvres dans Critique biaisée, notamment Silent Voice sur l'animation, etc., où je me suis dit, ouais, c'est magnifique. Là, j'ai pas eu ce côté-là, tu vois, en mode, putain, c'est beau. Je trouve pas ça beau. Je trouve ça efficace, mais pas beau, quoi. C'est marrant. T'inquiète pas, je serai un allié dans la section DA parce que j'ai Après, été ça reste des gentil sujets sur qui sont l'ambiance graphique, mais il y a plein de points, tu vas voir, on va se raccorder. Ok. Non, mais après, c'est mon avis et je m'y suis fait. Et honnêtement, j'ai trouvé ça fonctionnel et notamment les prises de risque que tu évoques, Benjamin. On va pas refaire la section direction artistique avant de la faire, mais j'ai surkiffé les prises de risque, j'ai surkiffé les références d'animation de BD, notamment effectivement les onomatopées, etc. Mais par contre, au premier abord, je me suis dit, ouais, putain, c'est pas magnifique, quoi. Voilà. Après, sur l'autre, dans la globalité, j'ai passé plutôt un bon moment, je l'ai plutôt binge-watch. Ça s'est très bien enchaîné. J'attendais quelque chose de plus adulte. Donc, voilà, encore une fois, je pense que c'est selon la définition que tu as du public et de ton target quand tu fais ta série. Ils l'ont fait clairement entre les deux. Ça marche du coup entre les deux. C'est ni trop adulte, du coup, ça manque un peu de profondeur. Et ni trop enfant. Faudrait demander à Cyril et Gabriel, nos neveux, s'ils ont vraiment kiffé autant que la Patte Patrouille. Je suis pas sûr. Donc, du coup, c'est un entre-deux. Il n'y a pas trop de prise de risque. Je trouve que ça aurait pu pousser le bouchon soit plus loin d'un côté enfantin, soit plus loin d'un côté adulte. Donc, c'est un entre-deux sur lequel je trouve ça, mi-figue, mi-raisin. Et j'espère que ça va marcher pour faire notamment ce que tu évoquais, Benjamin, à savoir quelque chose avec une créativité décuplée. Mais là, pour l'instant, c'est efficace. Mais est-ce que c'est le show du siècle ? Je suis pas persuadé de mon côté, quoi. Peut-être, pour commencer à rentrer dans les détails, j'aimerais qu'on aille attribuer les Menhir Awards. Voilà, on innove. On innove aujourd'hui dans Critique biaisée. On va pas donner des Césars, on va donner des Menhirs. Et j'aimerais bien que vous nous décriviez, tu vois, des scènes qui vont vous faire pousser un petit parbellénos, tu vois, quelque chose d'un peu drôle, un peu ou gênant, un truc ou carrément douloureux, quelque chose dont vous vous souvenez, que vous pourriez partager à l'audience. Et pour introduire cette section, on essaie de se professionnaliser à la critique biaisée. J'aimerais un petit jingle, mon cher Romain, s'il te plaît, qui a été complètement prêt. Donc du coup, je compte demander, Romain. J'ai failli pas lancer le bon. Ah oui, j'ai hésité. Moi, j'étais pris sur la danse. Donc, des scènes qui vous ont paru un petit peu emblématiques, soit d'un côté extrêmement bénévolent, soit un côté extrêmement gênant. Donc, j'aimerais bien que, Benjamin, tu nous proposes ton moment menhir, s'il te plaît. En fait, moi, c'est toutes les... Alors, pas... Les séquences où ils s'engueulent, Astérix et Obélix, je sais pas pourquoi. Là où je suis pas cringe dans la BD, je trouve que la façon dont c'est fait, les dialogues et tout, je sais pas, ça me fout mal à l'aise. C'est un bon point. Il y a un côté où, je sais pas, ils sont trop cons. Ils sont trop enfantins. Donc voilà, c'est ça, moi, qui m'a... Chaque fois que ça partait comme ça, j'étais en mode « Ah, ta gueule, ça arrête !» Je suis d'accord. Voilà. J'ai eu du mal aussi. Surtout, tu les anticipes parce que tu les connais. Et tu sais que ça va arriver. Mais sur la BD, ça paraît rapide. Là, ils s'engueulent 2 ou 3 fois. Donc, en fait, comme des gamins, quoi. Après, c'est leur persona, quoi. Mais ouais, je trouvais ça cringe aussi. C'est long. Ouais, c'est un peu longué. Et très attendu, quoi. Donc j'entends.
Ok. Romain, du coup, ta séquence un petit peu par Bélénos Séquence que j'ai trouvé rigolote, moi, c'est quand Astérix, il essaye de faire, quand Obélix, il essaye de faire sa potion, là. C'est, il te mélange du vin, il va prendre des cacahuètes, il fout tout là-dedans, il fout n'importe quoi. Voilà, ça m'a fait marrer. Parce qu'il est vraiment con aussi, mais c'est un gamin, donc c'est marrant. Enfin, on voit qu'il tente un truc et il fait n'importe quoi. Voilà, ça m'a fait marrer. Ok, Pierre. Oui, il y a 2 moments, mais un dans le drôle et un dans le mélange du drôle et de cringe. Et il y en a un qui est vraiment tout bête, donc je pense pas que ça vous ait spécialement fait rire, mais c'est le moment où il y a le chef qui a sa crise de foie et Panoramix qui commande et qui fait ah oui, non, ça marche pas. Et Obélix derrière qui est là, ah bon, ça marche pas ça et Astérix qui renchérit dessus. Et c'était un moment que j'ai trouvé dynamique et les répliques me reviennent pas instantanément, mais que j'ai trouvé drôle. Et il y en a un qui m'a fait un peu osciller entre le cringe et le rire, parce que d'un côté, je m'y attendais pas, et d'un côté, je me suis dit, c'est quoi cette blague? C'est le moment où il lui dit, tu seras le général de Gaulle. Ça. J'étais un peu partagé. Et je sais J'ai pas, déjà j'aurais aimé pas ça. pensé de Moi, cette j'avais blague. marrant, celle-là. Mais mon moi, instinct j'ai rigolé. premier, c'était de rire. Mais d'un côté, je me dis, waouh, c'est le genre de blague que j'aurais fait à un repas de famille, quoi. Mais de toute façon, dans la série, en fait, Ouais, de toute façon, il lance des vannes bonne. dans tous les sens. Je pense que il faut Ouais. juste prendre ce qui te fait marrer parce que tout peut pas te faire rire de toute façon. Mais ils en lancent vraiment Non, mais pour ça, tout le c'est monde. sûr. C'est vraiment, c'est Du coup, large. c'est pas quoi. si cringe, tu vois, je trouve ça cool. Justement, Mais- ils vont pas dans le cringe pour moi. J'ai pas été en mode ah putain, c'est un peu too much, tu vois, comme les bronzés fonds du ski, tu vois. Là, on est. Ouais, après, il y a la delivery aussi qui fait que Pourtant, ça il avait marche tiré parce l'ermite. que, Hein. Ça aurait pu à chaque moment. C'est pour ça que je mentionne. C'est pour ça que je mentionne. Mais ouais, moi les 2 scènes que j'ai kiffé, c'est le fait de. Mais je crois que c'est pareil dans la BD. Je m'en souvenais plus ou alors c'est nouveau. Mais qu'il fasse la genèse en fait de comment Obélix est tombé dans la potion magique. Et je trouvais ce moment où c'est des gamins et tout. J'ai adoré ce petit aparté. Et du coup, on connaît tous cette expression, t'es tombé dedans quand t'étais petit, tu vois. Et du coup, c'était bien amené. J'ai passé un moment et je me suis même demandé, parce qu'à l'époque, j'avais pas compris du coup que c'était calqué sur la BD, si ça allait pas être juste l'origin story d'Astérix et Obélix en gamin. Et je pense que j'aurais grave kiffé. Et ça me fait penser à Game of Roll, du coup, un truc qu'on référence souvent dans Critique biaisée, du coup, qui est un podcast sur les jeux de rôle hébergé sur la chaîne Mister MV, géré par Fibre. À un moment donné, ils ont fait un épisode où c'est des enfants, en fait, et pendant très longtemps, enfin, pendant quelques épisodes, c'est des enfants, du coup, qui doivent faire des enjeux. Et je trouvais ça trop cool. Et je me suis dit, s'il faut, je vais retrouver cette vibe-là dans Astérix et Obélix. Mais bon, après, j'ai compris que c'était juste une aparté, une introduction, et qu'après, ça allait retourner sur la BD. Et le deuxième truc, c'est issu du coup du jingle qu'on vient d'entendre, de Panini Panono, de Panoramix qui pète les plombs complètement drogué, shooté, et qui nous montre un monde complètement différent. Et ça, c'était cool. Ça m'a fait rire. Donc, le petit menhir là-dessus, voilà. Mais du coup, pour vous, si on a dit tout ça, c'était un peu l'objet de ma description initiale. Est-ce que cette série va trop loin ou pas assez ? C'est vraiment la question que je me pose en fait. Dans cette série, là on en est pour la critiquer. Est-ce que elle va trop loin sur le côté enfantin, sur le côté réplique de la BD, ou est-ce qu'à l'inverse, on aurait espéré ou aimé des pas de côté plus importants pour la rendre un petit peu plus unique et un petit peu plus colorée, tu vois ? Et moi, c'est vraiment la question que je me pose dans cette série. À la fin, je me dis, j'ai aimé, j'ai passé un moment, tu vois, mais tu vois. Donc, Pierre. Non, mais ouais. Je suis d'accord, mais j'avais dit pareil, enfin plus ou moins dans mon intro, un peu comme toi. Je suis assez d'accord, et c'est le côté, j'ai passé un bon moment, mais ça a été rattrapé par d'autres aspects en fait. C'est-à-dire que c'était pas assez poussé dans les directions où j'aurais bien aimé les voir. Et effectivement, tu sens qu'il y avait un espèce d'entre-deux chaises qui profite pas. Alors, vu que c'est court et que le reste est bien fait, moi j'ai quand même apprécié. Mais effectivement, quitte à voir un truc comme ça, moi j'aimerais bien que ça suive un peu le fait que son public aussi vieillisse et s'intéresse plus à des problématiques différentes, à des mises en scène différentes. Enfin, j'aurais effectivement aimé voir plus la patte Chabat, et je trouve qu'ils en font pas assez en effet. Ils se cachent trop derrière c'est Astérix et Obélix, c'est une histoire que tout le monde connaît, et on la re-raconte avec un peu un grain de folie. Et effectivement, j'aurais aimé que ça aille plus loin. Ouais, Benjamin, du coup, tu me disais qu'on allait peut-être être ensemble sur la DA, mais est-ce que toi, tu t'es senti un peu restreint sur le côté un peu plus narratif, un petit peu plus global de cette série ? Après, je suis partagé parce que moi, c'est vrai que tous les passages où c'est un petit peu c'est enfantin, mielleux, etc. Tu sais, les phrases « ça que ça sert, les amis, non ?» Et j'ai un peu envie de m'ouvrir les veines avec un tesson de bouteille, tu vois.
Après, c'est un peu tous les trucs que tu regardes sur les animés. Au final, c'est souvent. Ouais, la mais c'est conclusion pas. évidente, quoi. Ah, je voulais En fait, faire la même. c'est justement, ouais, mais c'est justement ça en fait qui est intéressant, c'est que dans l'animation japonaise, du coup, c'est moins ce côté in your face du ah, on est trop copains, c'est trop cool. C'est amené te moques de moi, différemment. Non, je te jure, c'est vrai. Moi, C'est moi, moins. chaque fois que j'entends Mina dans un animé, j'ai envie de m'ouvrir les veines aussi. Hein. Oui, ça oui, suffit. mais Hein. ça, c'est J'ai un vu peu One Piece à l'ancienne. C'est un peu. Aujourd'hui, enfin, non mais aujourd'hui, quand un truc qui sortira en 2025, t'as plus ce côté-là, tu vois, C'est vrai. on est trop copains et on se serre trop les coudes. Et ça, c'est un truc, je trouve que l'animation de l'Ouest, la narration de l'Ouest a gardé. Quand tu mets des enfants dans un truc qui vient de l'Ouest, c'est très souvent, alors sauf quelques exceptions, notamment on peut penser à du Arcane, des trucs comme ça, mais c'est très encore Après, c'est l'enfant. 65. Hein. Ah ouais, C'est 65, donc c'est Ouais. c'est comme si tu parlais de, je sais pas, un animé de 65, Chevalier du Zodiac ou, enfin, je sais pas. Alors, Chevalier du sauf Zodiac, erreur, quelle année c'est sauf erreur de ma part, il y a pas la scène, des enfants dans la BD. Hein. Il me semble pas, en tout cas. Non, mais pas si, regardé depuis alors, longtemps, mais c'est tiré d'un. Non, pas dans cette BD, mais la scène des enfants, c'est tiré d'un hors-série, en fait. Des années 70, ok. enfin, des années 70, pareil, de la story de Obélix, comment il est tombé dedans. C'est un tout petit hors-série qui est sorti il y a 50 ans, quoi. Voilà. Ah, d'accord. Je me posais la question. d'accord. si C'est pas c'était inventé non plus, hein, ou pas. Je pense que je l'avais lu. Et du coup, j'ai surkiffé ce moment-là. Encore une fois, si la série avait été que ça. En fait, j'adore les pas de côté des séries. Tu vois, que ça t'amène pas l'obvious Ouais. sur quelque chose de connu. Bah, ouais, bien Et sûr. là, ça m'a amené le truc de connu. Donc, j'ai trouvé ça un peu dommage, quoi. Pardon, Benjamin, j'étais un peu. Donc, sur l'Ouest, Non, non. ouais, il y a. non, mais est-ce que t'es un petit peu trop in your face, c'est un peu trop encore enfantine des enfants, ce qui est bête, mais un enfant, c'est pas juste gentil et trop content, je suis un enfant. Non, il y a plus que ça, tu vois, même chez un enfant. Et Non, voilà, c'est des bref. monstres, très clairement. Oui, c'est des horreurs. Tu parles de tes neveux, Pierre. Les neveux, si vous. Parce que peut-être que les neveux, pour la première fois, vont écouter de podcast. Parce que normalement, il n'y a pas eu trop de gros mots. Et, On va censurer Benjamin, quoi, c'est tout. Et voilà, il faudra mettre des On met des bips. bips dès qu'il Mais parle. normalement, c'est acceptable. Donc, est-ce que pour toi, Pierre, tu parlais des neveux, peut-être, en contexte? Mon avocat si présent dans la personne de Benjamin Pierre. m'a conseillé de ne pas répondre à cette question. Pierre a deux doigts de nous chanter du Didier Super, les enfants, faut les brûler. Oh, ça y est. Ok, Allez, donc on va ils devoir l'écouteront décommander. C'est le problème. Moi, j'espérais qu'on allait pouvoir élargir notre fanbase comme Alain Chabat. Bah, on va l'élargir. dans Netflix, mais Mais bon, tant peut-être pis. pas Bah non, au nous on public. prend un parti pris, nous. On fait pas l'entre-deux. Voilà, On fait pas brûle l'entre-deux. des gamins. Non, non, Voilà on a ce qu'on fait décidé- sur non, Critique voilà, Biaisée. Non, mais nous, on prend une Si on décision. me donne la parole, on en assume les conséquences. C'est C'est vrai. tout. Non, mais oui, non, mais tout à fait. C'est je vrai qu'on savais. Et pour finir, Bien sûr. Monsieur Je suis pas Thomas, sûr. moi j'attendais pas spécialement de la série un discours autre qu'un discours, voilà, c'est ouvert aux plus jeunes. Parce que pour moi, Astérix, c'est ça, et que même dans toutes les prods Astérix qu'il y a eu, tu regardes même Mission Cléopâtre qui est le plus connu en adaptation, il n'y a pas spécialement de. Ça dit rien. C'est pas en très fait. enfantin, de mémoire. En tout cas, de ce qui me reste. Ah Ah, ouais, si, mais quand c'est même. que de la blague. C'est que Ouais, de la c'est que de la blague, vanne. en fait. Ouais, T'as ouais, pas c'est Il y a de- plein de il y a plein de gamins qui kiffent ce film en vrai. Hein. C'est Ouais. c'est un Et temps quand quand fort. nous, on l'a vu, aux enfants maintenant. Hein. Enfin, nous, on l'a vu, on était Non, quand même ados. mais même nous ados, maintenant, je jeunes pense qu'on adultes. rigolera moins. De toute façon, de toute manière, Si. n'importe qui le regarde possible, maintenant. possible. Ouais. Je vois pas en quoi un enfant pourrait pas regarder Cléopâtre. En réalité, il y a rien de dur à comprendre. Il y a Il y rien. a Jamel de... qui fait le con pendant 1h30. Hein. C'est vraiment. Ouais, c'est ça. Qui bégaye. Mais ça marche pour tous les âges, c'est bien le truc. Ouais, c'est Oui, vrai. oui. C'est vrai. Non, mais voilà, donc j'attendais pas spécialement d'Astérix qui me propose un truc, voilà. Il y a le petite référence au salut romain, tu vois, qui te fait des petits rappels à Elon, l'actualité. dont on parlait tout à l'heure, hein, n'est-ce pas, qui s'est pris Voilà. à venir, peut-être. Mais t'as des petits Après, trucs ça, comme mais ça, du coup, c'est pas possible que ce soit de l'actu. Enfin, là, pour le coup, c'est chance. C'est impossible. C'était en janvier. C'est fini de tourner depuis, c'est fini de monter depuis un petit moment. C'est impossible. Impossible. Là, mais c'est c'est surtout un chance, rappel mais, à l'histoire du salut, quoi, au-delà de ça. Non, Enfin, non, je veux mais, dire, non, mais c'est pas un rappel à Elon Musk. Du coup, c'est pur. Je sais ouais. pas, hein. Ça me Non, paraît mais c'était en diablement- janvier. ça me C'est paraît- impossible. Tu sais, quand Bah, il dit ça tiendra pas, tu sais, enfin, oui, alors c'est vrai Non, que mais il y a eu c'est, 3 ans Pour moi, de c'est plus développement. large. Hein. Enfin, il y 3 a ans de une développement, référence, c'est mais qui est impossible. plus large que Elon Musk, je pense. Non, mais il y a eu 3 ans d'animation, les gars. C'est impossible que ça soit en janvier. Ouais, TAT non, c'est Production, si impossible. vous nous écoutez, on a essayé de vous contacter d'ailleurs, coucou. Mais du coup, n'hésitez pas hein, à répondre parce que moi, je me pose sincèrement la question et je pense qu'ils l'ont rajouté. Ça me paraît trop une coïncidence. Ça pourrait aussi. Hein. Ouais, ça me paraît un Simpson moment. Dans la quoi, production, tu un vois. truc d'animation, Mais- je pense pas que ce soit impossible d'avoir des scènes ajoutées. Je sais pas. ouais, Ça me paraît aussi, compliqué. ouais. Je sais pas, peut-être, mais je sais pas. Je pense que c'est plus comme Pierre disait. Hein. Enfin, c'est un rappel à Salut Romain, de toute façon. Moi, la référence me paraissait plus claire à ça, parce Ah que ouais. le lien est assez connu avant l'excuse de Elon Musk. Donc, Bah, c'est pour ça. Ouais, moi, je l'ai pris comme ça, mais je sais pas. Hein. Ton micro. Ah oui, pardon. Je disais, on en reparlera. Ah là là, à la fin, terrible, quand on parlera de terrible. nouvelles, mais je ne sais plus gérer. Voilà, c'est terrible. On est dimanche soir. Donc, oui, Benjamin, du coup, enfantin, mais tu t'y attendais. Donc, Voilà. ouais, donc faire une- J'étais dans ce que j'attendais, en grosso modo. Ok.
Ok, formidable. Les amis, on a parlé un petit peu des voix. Les voix, film d'animation, c'est quelque chose qui est forcément extrêmement nécessaire, qui va incarner beaucoup de la série. Dans Astérix, on retrouve Alain Chabat. Dans Obélix, on retrouve Gilles Lelouch. Dans Panoramix, on retrouve Thierry Lhermitte. Donc on retrouve un peu... Alors moi, je suis très critique du cinéma français. Tous les vieux de la vieille du cinéma FR. Quoi. Et bon, je vais pas mentir, ça a bien marché. Voilà, je trouvais que c'était bien amené, bien fait, bien produit. Ils vivaient en fait le personnage, donc ça a très bien marché. J'ai envie de critiquer parce que j'aime pas ça, mais honnêtement, ça a fonctionné. Il y a du Debbouze, il y a du Chantal Lobby, il y a du Gérard Darmon. Bon, on est quand même sur un casting de droite, mais ça fonctionne, tu vois. Et peut-être qu'en fait la droite, ça marche bien, quoi. Qu'avez-vous à penser du coup de ce casting de voix? Et je vais commencer par Pierre parce que je sais que tu es très critique des voix, notamment tu connais beaucoup tout ce qui est voice acting US, UK. Mais du coup, qu'en as-tu pensé? Est-ce que ça incarnait bien les personnages? Ouais, alors moi pour le coup, si tu veux, alors je suis moins dans l'actualité de qui est quelqu'un de bien ou pas, donc je me prononce pas tellement là-dessus. Non, mais moi je veux pas être juge. Oui, non, mais juge de droite ou de gauche. J'ai pas dit que de gauche c'était bien. Moi je suis pas totalement d'accord avec ça d'ailleurs. Le général de droite gauche, c'est bien. Général de gauche. Mais globalement, effectivement, j'ai trouvé que la plupart des voix étaient très très cohérentes avec les personnages, qu'ils imitaient du leur. Et pour le coup, Thierry Lhermitte, par exemple, en Panoramix, moi j'ai trouvé vraiment très bien. Bon après. Dans la liste des noms, il y a quand même un de mes petits favoris, Grégoire Ledoué, mais qui est pas un voice actor de profession, même s'il fait une voix sympa, mais où j'ai beaucoup aimé le Palmacho quand j'étais plus jeune. Et effectivement, dès que j'entends sa voix, ça m'a fait des petites étincelles. Mais ouais, globalement, je trouvais le casque très très bon. Le cast très très bon. Ouais, non, mais très cool. Mais du coup, juste pour notre audience, voilà, on dit pas que la gauche est meilleure. D'ailleurs, je pense que Lelouch avait critiqué de mémoire la récupération par l'extrême droite de son film Bac Nord. Donc, si tu veux, le gars est cool. Bon, voilà. Oui, après, non, je te dis, moi, je n'ai aucune idée de tout ce genre de sujet. Donc, après Lhermitte. C'est bizarre qu'ils aient pas pris Darmon, non? Ouais. Bah, il y est pas. Il n'y a pas Darmon, non, ça m'étonnerait, non? Non, il est dans la sauce, Darmon, non? Traditionnellement, c'est César Darmon, non? Parce que là, c'est pas lui, César. Non, il n'y a pas d'arbre, moi, je regarde. Non, mais il est dans... il y est toujours. Ah, ok, non, mais non, ok, ils prennent des gens dans la sauce. Il fait qui, alors? Parce que c'est pas lui, César, là, non? Non, il fait tout est tombeau fixe. Je sais pas, je me vois pas, je me rappelle pas qui c'est. C'est un caméo, je crois, qui fait une référence à... Ouais. Non, je pense que... Ok, je voulais faire une vanne, mais je vais rien faire. Voilà, mais à Critique Biaisée, on est biaisé, mais on n'est pas là pour dire quel est le camp du bien, quel est le camp du mal. Voilà, on a des gens de tous bords politiques chez nous, sauf les extrêmes. Enfin bref, l'extrême droite, bref. Après, il n'y avait pas Depardieu et ça dégoûte quand même. Oui. Romain, toi qui es complètement apolitique, ni de droite ni de gauche, voilà, parlons-en. J'aime les bonnes personnes. Dommage qu'il n'y ait pas Depardieu. Les voix, qu'en as-tu pensé? As-tu été transporté par... Non, mais ça marche. De toute façon, Astérix et Obélix, ça fait 20 ans, on se le coltine régulièrement, c'est toujours les mêmes. Mais sauf qu'ils changent de personne, mais globalement, c'est toujours les mêmes voix. Mais c'est toujours Jamel, c'est toujours Thierry Lhermitte, mais ils tournent tous ensemble. C'est un peu vieille école. Et aucun voice actor d'ailleurs, c'est que des acteurs. Donc en vrai, c'est que des gars qui font le faire pour le kiff. Après, ils le font bien. Là, ça marche. Tu te fais des petits kiffs à essayer de voir qui fait qui. C'est assez rigolo pendant la série. Puis voilà. Mais non, mais ça marche bien. Donc ça marche bien. En vrai, ils sont tous plutôt bons. Donc en fait, il y a pas de prise de risque. Mais tu vois que c'est Chabat et ses potes, quoi. Mais c'est voilà. Mais ça fait 20 ans, c'est ça, Astérix. Donc ouais. Non, mais on revient à ce côté, il n'y a pas de prise de risque, tu vois. Ça reste plan, quoi. Ça respecte la série, il y a trois trucs. Mais c'est Chabat, je voyais une interview de lui, là, il n'y a pas longtemps, et il disait je veux travailler qu'avec des amis. En fait, il disait je veux travailler, en fait, quand je vais bosser, je veux être qu'avec. Je viens de voir des trucs derrière toi, Thomas, tu feras gaffe. Il disait je veux bosser qu'avec des gens que j'aime. Il dit je veux aller travailler dans le plaisir. Et je pense qu'il joue qu'avec ses potes maintenant, en fait. Toi, il prend pas de gars qui peuvent potentiellement foutre le bordel. Et je pense que voilà, c'est ce qui se passe. Ce qui est malin. Mais ça, tu me diras, parce qu'on faisait un lien avec le voice acting, c'est un gros problème du voice acting français, et c'est pour ça que j'ai souvent tendance à vouloir éviter les doublages quand je le peux, et que ce soit le cinéma ou le voice acting, on a quand même des milieux qui sont très très fermés et très mes potes et des voix récurrentes. Dans les doublages français, tu entends les mêmes gens tout le temps. Ouais, mais je crois que c'est un gros problème. C'est un vieux milieu fermé en France, c'est un peu le bordel, je crois. C'est. Il y a des nouveaux quand même. Alors, mais c'est sur les petits projets où tu vas retrouver des prises de risque, et notamment parce qu'en termes de budget, tu peux pas te permettre aussi d'avoir des plus gros contrats. Donc ça, c'est bien d'un côté. C'est pour ça que ce genre de truc. C'est clair. Moi, j'ai l'impression que les derniers doubleurs connus, enfin les seuls qui ont vraiment une renommée, c'est genre il y a Pousseo, j'ai oublié son prénom.
et qui fait notamment dans Moi Moche, non pas dans Moche Moche, dans Ralph, le monde, Wreck-It Ralph, les mondes de Ralph, la petite là. Ah, je sais Alors plus, là- elle a fait plein de trucs. Ouais, tu regardes pas mal de contenu. Tu regardes pas mal de contenu enfant en fait, Benjamin. Le Pixar, des Pixar, des Pixar, Disney, c'est cool. comme ça. tu Ouais, vois. mais moi j'ai pas vu ces derniers trucs, même les mignons et Ah tout. ouais, je Bon, crois ça que fait je longtemps. suis pas genre. Ah non, Ouais. mignon, j'ai pas regardé. Mais Ah ouais. Enfin, moi je suis méchant, mais pardon. Ouais, moi, je suis méchant, c'est les mignons, mignon du coup. Ouais, non, mais si, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, ok. Ouais. Ok. Non, Et mais l'autre après, qui avait fait la t'excuses voix pas. de- Enfin, c'est cool, mec. Hein. Franchement, c'est La voix de Zelda dans Breath of the Wild, notamment. Ouais, du coup, tu fais aussi du contenu enfant sur les jeux vidéo. Mais la voix de Zelda. Zelda. putain, ok. Un peu. Si, et je sais plus qui c'est, j'ai oublié le nom, je suis Et désolé. c'est pas mais, celle qui joue dans Clair Obscur, la voix de Zelda, là, qui fait Maël, du coup. Si, je crois que c'est Non, ça. mais si, c'est je ça. crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, En français ou en Ouais, anglais? en français. en français, du coup, Ah, en ouais. français, ouais. Ok. Et c'est surtout des femmes, du coup, qui émergent, mais c'est vrai qu'en doubleur homme, je vois pas trop de nouvelles grosses têtes Bah, émerger, tu donc vois. Clair Obscur Expédition 33, il y en a pas mal pour le coup. Ouais, ça marche c'est bien. vrai. Des nouveaux. Ouais, c'est Mais- clair. Et ils sont Clair Obscur. brillantissimes, quoi. Donc, Bah mais ouais, c'est ça. C'est Parce que moi, je l'ai mais fait on a enfin, pas- pardon, c'est pas le sujet. Non, mais très cool. Ok, donc toi, Benjamin, les voix, justement, peut-être justement extrêmement bonne intro. Toi, ça a plutôt marché, mais c'était pas des voix nouvelles. Mais ça fonctionnait surtout. Ouais, c'est ça en fait. Et puis comme je le disais au début, j'ai eu un peu de mal au début avec les voix, notamment celle d'Obélix. Je sais pas pourquoi, ça m'a un peu dérangé. L'ermite au début, en fait, j'ai reconnu tout de suite sa voix. Et du coup, ça m'a fait sourire parce que l'ermite, on le voit plus beaucoup. On l'entend plus beaucoup non plus. Donc, je trouvais ça marrant, tu vois, d'entendre l'ermite. Et puis, à part ça, non. En fait, au fil du temps, tu t'y fais largement. Il y a même des voix que j'avais pas reconnues. J'avais pas reconnu Zidi Ah oui, en Potus. En Potus. Ouais, Ah, je j'ai l'avais pas moi capté non que plus. c'était lui. Moi, j'ai reconnu Et après, quasiment aucune voix, pour être honnête. Même Jamel et tout, même. Jamel, bah, je l'ai pas capté. Bah ouais. Mais c'est qui Jamel? Il a du une coup très courte apparition. Je sais qu'il est C'est un dedans, des mais mecs dans Je sais le qu'il fait la village. poule à un moment. Non, c'est un des mecs dans le Non, mais c'est un village mec de. qui fait la poule, je vous jure. Ça, je t'avouerai que j'ai pas remarqué. Mais meilleur rôle. Meilleur La poule. rôle. Best Ouais. performance. Non, c'est Bon. un des mecs dans le village de l'autre chef là du gallo-romain. Je me rappelle plus le nom de son personnage, mais c'est un de ses. Ok. C'est celui qui lui lèche les bottes, qui est en mode ah oui, vous avez raison, moi je trouve c'est, que c'est beaucoup mieux. C'est Et Jamel Ok. il a une apparition. Ah oui, ok. Non, mais moi, pareil, j'ai pas été. Je suis pas trop dans le fan service franco-français, etc. et acting, mais ouais, ça m'a pas. Je suis assez d'accord avec Pierre. J'aime bien les nouvelles voix, j'aime bien les nouvelles têtes, forcément. Du coup, bah ouais, ça m'a pas transporté, mais ils ont été excellents, ils ont fait le job et c'était cool, tu vois. Mais je comprends aussi le choix de se dire, vas-y, tu prends tes potes et ça va bien se passer, quoi. Passons à la DA, la direction artistique. Il y a eu énormément, je crois, de respect du travail original, de ce que j'ai compris. C'était un peu le cahier des charges, d'aller chercher quelque chose un peu donc très propre, mais en même temps de pas dénaturer l'œuvre. Comme je disais en intro, moi, c'est pas forcément le truc qui m'a le plus transporté, même si je reconnais le travail, parce qu'il y a eu quand même des textures peintes, le cel shading un peu à la Spider-Verse, etc., pour garder le côté un petit peu bande dessinée. Mais moi, j'ai eu beaucoup de mal et il y a eu le côté très, un peu dans l'entre-deux, l'Uncanny Valley, où j'ai eu du mal à m'y mettre, quoi. Et encore une fois, je mets l'accent sur les yeux, où à un moment donné, j'ai focus dessus, et les yeux tout blancs, mais qui correspond à la BD, hein, pour le coup, c'est dans le cahier des charges, donc ça fonctionne. Mais sur de l'animation, j'étais en mode, putain, ça les rend complètement robotiques, tu vois, un peu comme les scènes dans les films où tu vois les IA, enfin les robots, où on leur crame le visage et il reste plus que les globes oculaires tout blancs avec les petits yeux ronds noirs. Bah en fait, c'était un peu ça les persos à un moment donné. Je crois que je l'ai remarqué dans l'épisode 1 ou 2. Donc ouais, ça m'a un peu choqué. Et puis je m'y suis fait. Et effectivement, il y a des scènes qui sont mythiques en termes de dessin et des prises de risque particulières qui peuvent se permettre, je pense, que parce qu'ils sont dans ce contexte-là en termes de DA. Donc voilà. Donc j'ai eu du mal à m'y mettre. Mais je suis curieux d'avoir vos avis. Et peut-être Benjamin, vu que tu avais un avis un peu contrariant aussi comme le mien. Qu'en as-tu pensé? Moi, en fait, tu vois, j'étais un peu partagé parce que il y a des scènes sur lesquelles je me dis, ah, vraiment, c'est super sympa d'avoir fait ça et je trouve ça joli. Genre, notamment la scène où Panoramix, fou, va tenter de reproduire la potion magique. Toutes les idées de mise en scène, les mouvements qu'il fait, la folie a l'air très bien retranscrite. En fait, ils sont bons dans le mouvement. C'est-à-dire que quand ça bouge, on est dedans, c'est fluide, c'est organique, t'y crois, tu vois. Mais les personnages en eux-mêmes, je suis d'accord avec toi, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est pas très beau, c'est pas très réaliste, c'est pas très... ils transmettent pas grand-chose, les personnages en eux-mêmes, tu vois. Et d'ailleurs, j'en reviendrai sur ce point-là, moi, j'ai halluciné, 10 minutes de générique.
10 minutes de générique. Ah ouais. Tu vois ça pour des films. Tu vois 10 minutes de générique à la fin, du coup, c'est ça? À la fin des épisodes, tu sais, t'as 10 minutes de l'épisode. Ah, moi, je l'ai passé direct, donc je sais pas. Mais oui, mais pour avoir 10 minutes. Non, mais il n'y avait pas de contenu, hein, c'était juste les crédits, quoi. Ah, c'est juste sauf le dernier épisode où il y avait un petit extrait de contenu qui était très rigolo. J'ai pas vu. Loupé. C'était super. Dommage. C'était super. Non, c'était en bien premier degré ou pas? Ah, c'est un super. En vrai, c'est un espèce de parallèle à l'histoire avec deux sangliers qui se perdent dans le village, grosso modo. C'est avec un style différent et c'est en parallèle de l'histoire. Donc tu vois les moments clés de l'histoire arriver en même temps et c'est super bien fichu. Et moi, justement, j'ai skippé tous les crédits en voyant qu'ils étaient aussi longs pour essayer de voir s'il y avait pas un truc comme ça. C'est ça, pareil. Et du coup, je sais pas, Pierre, si toi t'avais vu ça, mais vous savez, l'émission. Alors, vous avez peut-être m'aider sur le nom, parce que j'ai oublié. Le truc que faisait Chabat à la télé, je crois que c'était sur M6, avec la girafe qui a un collier là. Le saviez-vous, un truc comme ça. Savez-vous maintenant, oui. Ça, c'était génial, ce truc. C'était génial. Et c'est ça, pendant genre 5-6 minutes, c'est uniquement dans ce style-là, visuellement. Et ça fait vraiment penser à ça, c'est super cool. Ça marche très bien. Énorme. C'était le saviez-vous. Avez-vous déjà vu? Avez-vous déjà vu? Avez-vous déjà vu? Et c'était des trucs complètement improbables. Oui. Et à la fin, c'était la catchphrase maintenant, oui. Et du coup, c'est dans ce style. C'est ça. Trop cool. Et juste pour finir là-dessus, c'est vrai que moi, quand je vois 10 minutes de générique, je m'attends à un truc, une sorte de grosse production, tu vois. Et là, c'est un peu méchant ce que je vais dire, mais c'est de l'animation de l'Ouest, quoi. Enfin, je suis désolé, mais c'est de l'image. Malade. 90%. Non, mais le Weeb arrive. Non, c'est pas ça, mais 90% c'est de l'image générée par ordinateur. Bah non. Il n'y a pas de la. Non, mais c'est pas si simple. Non, mais il y a 400 personnes qui ont travaillé, ils ont pas regardé un ordinateur tourner. Bien sûr. Non, bien sûr, c'est beaucoup plus dur que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas ce côté waouh, je trouve, dans la plupart des animations de l'Ouest, ça se ressemble. Tout se ressemble un peu, tu vois. Dans ce que transmettent les persos, dans le visuel, etc. Ça a tendance à se ressentir. Et honnêtement, hormis Arcane, moi, en termes d'animation de l'Ouest, j'ai pas beaucoup de ressentis autres, tu vois, qui me disent ah ouais, là je suis face à un truc unique, tu vois. C'est vrai que t'as détesté Avatar, non? Avatar, c'est très spécifique. C'est très spécifique. Ça reste du film. Ouais, mais ça se compte sur les doigts de main. Non, c'est le truc qui vaut le coup d'être regardé qui s'appelle Avatar. Je me disais, c'est leur truc d'animation. Enfin, c'est la série qui date d'il y a 20 ans, quoi. Mais c'est bien ça. Qui date un peu, qui est incroyable. Qui est incroyable. C'est génial. Ok. Ah ouais, non, ça vaut grave le coup d'être regardé. Dans ce que ça raconte, le ton, l'animation, tout est génial, vraiment. Ouais, non. Et c'est peut-être un des meilleurs exemples d'animation justement de l'Ouest qui. Mais c'est très très rare, tu vois. Mais là où je suis pas du tout d'accord avec toi, c'est que pour moi il y a un essor récent et qui est démarré par Arcane, et notamment chez nous en France, et ça veut dire beaucoup avec moi qui suis pas du tout chauvin, mais et je trouve que TAT, qui est pas le même budget, qui est pas la même envergure que Fortiche, a fait un truc qui était vachement cool. Alors effectivement, il y a un parti pris et une volonté de peut-être retranscrire ce côté close à la BD, qui en termes de direction artistique se traduit pas forcément bien sur les personnages, et je suis d'accord avec Thomas, mais je trouve que le reste de leur talent c'est vraiment concentré sur tout ce qui va être la mise en scène, les effets, le sound design, où de temps en temps j'avais l'impression d'être devant Infinity War, et c'est pas que avec leurs références que je pense ça. Et franchement, je trouve que ils ont vraiment montré la passion qu'on est en train de voir se faire un essor complet en France, et moi, je tire mon chapeau. Hein. Effectivement, peut-être que c'est pas parfait, mais tu sens qu'il y a une volonté de faire quelque chose, qu'il y a un talent et que c'est un studio qu'il faut regarder. Non, c'est du travail sérieux, tu vois. Je dis vraiment pas le contraire, mais je vais pas m'en rappeler en me disant ah putain, c'était beau quand même Astérix. Tu vois, non, je sais pas, ça me. Mais c'est sérieusement. C'est mon point. C'est comme ça que je l'introduisais. Je trouve que le taf est forcément extrêmement bien fait. C'est méga propre et tout. Mais la DA, mais sous contrainte, parce que c'est une DA, je pense, extrêmement contrainte. Donc je pense qu'ils répondent à un cahier des charges et ils le font extrêmement bien. D'ailleurs, mieux que les autres, parce qu'ils ont été sélectionnés. C'est quand même un petit... Enfin, c'est pas un studio... voilà, c'est génial, quoi, d'avoir chopé ce contrat-là chez Netflix et tout. Donc, méga respect. Par contre, c'est vrai que quand vous l'avez introduit en c'est beau, moi, c'est subjectif, tu vois, la beauté, ce que je trouve chez une œuvre, etc., tu vois. Mais moi, c'est pas du tout... Et d'ailleurs, je pense que Romain, je t'ai pingé dès le début en disant, ouais, bon... bof quoi. Mais par contre le travail est colossal, c'est extrêmement bien fait, ça respecte le cahier des charges. T'en as pensé quoi toi, Romain? Mais moi je trouve que ça retranscrit bien la BD en fait. C'est là où je trouve que je comprends pas, parce qu'on peut pas avoir un truc, c'est sûr qu'on peut pas avoir une animation japonaise sur du Astérix, ça serait vraiment trop bizarre. Donc du coup pourquoi pas? Bah parce que non mais ça serait trop chelou vraiment. Tu vois le truc. Astérix. Non mais pas japonaise.
Non, mais pas japonaise, tu vois, mais avec des, je sais pas comment expliquer, un style d'animation où tu te dis, ah putain, là, ok. Là, tu vois, ils ont proposé quelque chose de vraiment même nouveau, tu vois. ah, mais sur un Bah, c'est ce Astérix, qu'ils je ont trouve fait, ça hein. dur. C'est ce qu'ils ont Parce fait, que là, hein. c'est vraiment, moi, j'ai vraiment l'impression de voir une BD animée. Et c'est là où ça m'a plu, en fait. J'ai vraiment retrouvé Mhm. Astérix, les planches que C'est je pour ça que lisais je dis que c'est gamin. réussi. Mais, enfin, je trouve qu'il y a un boulot de fou. Enfin, je disais un peu parce que du coup, ça m'intéresse. Ils ont quand même modélisé plus de 200 personnages, quoi. Et en vrai, il y a un taf qui est exceptionnel. Le mec qui a fait Astérix, enfin, le mec qui a fait les textures d'Astérix, disait qu'il avait mis 1 an à le faire, le texturiser en entier, parce qu'en fait, de près, fallait qu'on voit les textures de ses fringues, les boutons dans sa peau et tout, et que de loin, ça marche bien. En fait, il y a un taf de ouf. Enfin, ils ont Il y a fait un taf venir de des mecs malade. de chez Pixar, des mecs de chez DreamWorks, et je crois qu'il y a un autre studio, des mecs de chez Disney qui sont venus, enfin, ils se sont fait aider par les plus grands de ce milieu, tu vois. Je trouve que moi, le taf, il est fou, quoi. Enfin, le Pour taf moi, est ça fou. se Je sent, pensais à ça. personne le nie, mais je sais pas, ça m'a plu Ouais. visuellement. J'ai Non, mais trouvé il y a ça du taf. cool, en fait. Il y a du taf, mais je pense que ça revient, je pense, à notre enfin, en tout cas, la métacritique que moi je fais. Il n'y a pas de prise de risque. Du coup, forcément, Non, mais ça, c'est sûr. contraint. Et du coup, le travail est extrêmement bien exécuté. C'est un bon moment, c'est une bonne série. Mais j'aurais toujours pareil, un peu comme on parlait de la patte Chabat, avoir un pas de côté supplémentaire, peut-être y compris sur le graphisme, mais c'est, encore une fois, c'est pas le cahier des charges, tu vois, c'est pas ce qui a été fait. Donc c'est reconnaissable, quoi, tu vois. Pierre, t'as pas l'air d'accord. Je suis pas d'accord, moi, parce que justement, de tout ce que tu peux voir d'animation, moi, ce que je m'attendais, c'est à un truc comme ça, c'est voir quelque chose d'assez effectivement pas prise de risque, que de la 3D, que des décors avec des scènes setup réutilisées ad vitam, etc. Et moi, je trouve que leur méthode et leur façon de faire, elle était prise de risque en termes de design et en termes d'artistique. Le système qu'ils ont utilisé là de cel shading, etc. C'est un parti pris que moi j'avais pas vu pour l'instant, enfin pas appliqué comme ça. Et tout ce qu'ils ont montré avec l'utilisation des musiques, la variété de leurs shots, le moment où ils citaient avec Panoramix, il est incroyable. Enfin, pour moi, là où la prise de risque sur le contenu, sur ce qu'on te dit n'est pas là, pour moi, sur le côté artistique, c'est là où il brille. C'est au contraire, sur le côté 3D, sur le côté art, c'est là où moi j'ai pris partiellement une claque. Ok, non, mais trop cool. Mais je pense que c'est effectivement, ça dépend des Ouais, attentes c'est et de la subjectif. Ouais, perception bien que sûr. t'en as. Mais il y a aussi ce côté paysage là qu'ils ont fait de loin, ce paysage un peu flou là avec un peu ça, gouache c'est là, cool. peint Ouais, là. ça c'est cool. Mais Ouais, ça ça, c'est cool. ouf, je trouve. Ça, c'est Mais beau. trop beau. T'as envie de faire des arrêts sur Non, image et très, de faire des très. screenshots, tu vois, t'es là, mais Ah ouais, complètement C'est fond ça, d'écran, tu vois, quoi. quand je disais généré par ordinateur, c'est ça, moi, parce qu'en fait, je mettais ça en parallèle avec justement ces crayonnés, tu vois, en arrière-plan qui, pour le coup, semblent plus. Là, toi, je trouve ça beau, tu vois. Ouais, Ça, là, pour le coup, je suis d'accord. Les paysages, moi, c'était les personnages que j'avais en. Mais encore une fois, c'est un choix artistique. C'est plus les paysages où là, j'ai été transporté, j'ai vu l'impact du truc. Mais du coup, pour continuer sur le côté prise de risque, on a beaucoup parlé, on y a fait référence à l'humour. Il y a forcément la patte Chabat, il y a des punchlines ultra méta où ça parle de Netflix, où je crois même ça parle de Spotify à des moments. Il y a toujours plein de jeux de mots par-ci par-là, tu vois, c'est rigolo, tu vois, ça fait effectivement des blagues de Pierre en repas de famille, mais est-ce que ça marche? Est-ce que, encore une fois, moi je cherche à savoir, est-ce que ça va assez loin dans le délire? Est-ce que c'est trop aussi parfois? Parce que les blagues méta c'est cool, mais quand tu binge-watch le truc, tu te dis ouais, bon, c'est bon, good enough, tu vois. Moi je trouvais ça cool, perso. Je vais commencer, tu vois, j'ai aimé ces trucs-là. Même la meuf qui s'appelle Metadata, tu vois, je trouve ça fun. Il y a énormément de finesse quand même dans le truc. La blague du général de Gauche, je me l'étais notée pour en parler dans le podcast parce que je l'ai trouvée trop marrante. Je sais pas, ça m'a plu. Moi, je suis friand, je pense, de ces petits trucs. Et c'était pas too much. Ils l'ont fait à des moments, tu vois, où ça permet de relâcher un peu le truc ou de faire un clin d'œil un peu pour les grands, justement. Le symbole romain, enfin le signe romain, moi, je trouvais ça, d'un point de vue politique, assez puissant. Bon, rajouter, pas rajouter, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était une bonne ref. Donc moi, ça a marché sur moi. Le seul regret que j'ai, c'est, encore une fois, mais je vais pas me répéter 1000 fois, c'est il y a un public cible qui a été défini, qui est l'entre-deux. Bah, soit tu choisis les enfants, soit tu choisis les adultes, et tu peux aller un cran plus loin sur l'un ou l'autre. Là, c'est dans l'entre-deux, mais ça fonctionne sur moi. Cette écriture, je l'ai trouvé assez fine, quoi. T'en as pensé quoi, toi, Romain? Non, moi j'ai bien aimé. Toujours, hein, ça marche bien. Hein, c'est vrai j'en ai noté 2-3 autres, mais genre il y a un moment, il se balade. Il y a un Romain qui se balade à côté d'un Romain qui a un chapeau de Napoléon et il lui dit celui-là, personne ne sait pour qui il se prend. Tu vois, enfin, c'est vraiment ça. Je trouve que ça va loin. T'as des trucs Rome, Sweet Rome. C'est rigolo en vrai. T'as plein de machins du style le QR Menhir Code. Enfin, à chaque fois, je me suis marré. À chaque fois, j'ai rigolé. Vraiment, au premier degré, ça me faisait rire. Donc,
je trouve ça fun. Il y a Fast and Furious, il y a Miley Cyrus. Il y en a plein. Ça m'a fait rire à chaque fois. C'est con, mais ça me fait marrer. Et puis, moi, ça me fait mon truc. Peut-être ça avait duré 2h30, ça m'aurait saoulé au bout d'un moment, mais là, c'était plutôt bien placé à chaque fois. Ça durait, c'était assez rapide et je trouvais ça cool, tu vois. Après, comme on disait, c'est Shabba, on aurait peut-être voulu encore plus absurde. Ça aille encore plus loin, toi, que les sangliers commencent à parler entre eux et tout. À la Shabba, tu vois, mais bon. Après, ce qui se passe dans la scène qu'on n'a pas vue, mais. Il parle pas. Il parle pas. Okay. Pierre, du coup, tu mentionnais notamment la scène avec les Avengers, etc. Donc, d'ailleurs, donnez votre. Romain, tu as pas mentionné les quelques punchlines qui vous restent dans la tête. Du coup, Pierre, est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as une punchline en particulier? Bah, effectivement, le Gaulois, assemblez-vous, était rigolo. Enfin, ça marche bien. Mais tu vois, justement, moi, normalement, je suis pas trop friand de ce genre de pop référence un peu fréquente. Et je pensais que ça allait me saouler. Mais en fin de compte, à l'inverse, je me suis retrouvé à chercher la prochaine et à l'attendre en mode ah ouais, celle-là, elle est pas mal. Et je me suis pris au jeu et ça m'a beaucoup rappelé un truc. Donc peut-être que vous allez savoir de quoi je parle, mais j'arrive pas à me rappeler du nom. Un truc qui passait, il me semble, sur Arte, qui est une espèce d'entre-deux de court émission de dessin où c'est les dieux grecs qui font des références au monde réel un peu partout comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais ça reviendra et c'est exactement le même genre d'humour où ils adaptent un peu à la sauce d'aujourd'hui avec des termes modernes, le monde gréco-romain, enfin pour le coup plus grec sur celui-ci, mais là c'était pareil. Et il y a pas mal de trucs qui sont faits autant où tu les attends, autant t'en as d'autres où ils m'ont fait bien pouffer de rire, genre par exemple quand ils prennent la mosaïque et qu'ils sont pendant 1 heure dans la même pose, ça c'était très très drôle. Et il y en a plein des comme ça. Par contre, ils étaient obsédés avec les mosaïques parce que le mot est revenu je sais pas combien de fois dans ces épisodes-là. Il y a un peu plus que la mosaïque dans l'art romain. Mais bon, c'est pas grave. Non, effectivement, je sais plus ce que c'est ce truc grec et tout. Je me souviens c'était assez rapidement, enfin assez rapide comme scène, mais je sais plus tout ce que c'était. Toi, Benjamin, du coup, qui est friand de jeux de mots, on te sait à l'aise avec la langue de Molière, ça t'a parlé ou tu Attends, je coupe une seconde, parce que ça m'est revenu, c'est 50 nuances de grec. Bien vu. C'est incroyable. Il a vu l'autre version, Benjamin. Il ne peut pas te dire, du coup. Parfaite transition. Ah ouais. Moi, j'ai vu les Grecs qui souhaitaient un peu le cul. Voilà, quoi. Mes neveux n'ont jamais regardé Critique biaisée, merci, alors qu'on pouvait s'étendre à une base. Enfin, c'est pas à cause de cet épisode en particulier, hein. Je pense qu'il y a 2-3 autres choses. Benjamin, le roi du coup du verre, et non pas des vers, si on parle de Dune, mais donc du coup. Du verre indécinal, oui. Exactement. Non, c'est vrai que je suis assez friand de bons calembours, n'est-ce pas? Mais moi, l'humour a très bien fonctionné sur moi. Alors, pas au point de me faire rire, vraiment. Mais à chaque fois, j'étais en mode ah, ça c'est marrant. Ça c'est petit sourire, tu vois, petit sourire, petit. Bouffé du nez. Ouais, j'ai bouffé du nez, ouais. Mais ouais, non, c'est du Shabba, c'est du Shabba. Alors après, effectivement, moi je suis plus friand vraiment du Shabba dans le texte, c'est-à-dire de l'absurde. Moi, tu me fais regarder La Cité de la Peur, c'est ça que j'aime, tu vois. C'est complètement con, il y a aucun sens, et ça j'aime beaucoup. Là, ça reste assez convenu, et l'humour repose assez essentiellement sur les jeux de mots. Sur les petites phrases comme ça, les petites punchlines. Il n'y a pas de grosses scènes très très drôles. Honnêtement, moi, la scène qui m'a fait le plus... je trouvais le plus drôle, c'est celle de, comme je disais tout à l'heure, de Panoramix qui tente de refaire la potion, où je trouvais que toute la mise en scène était assez drôle, les mouvements, le visage. Ça m'a fait... Là, j'ai passé un bon moment, tu vois, continu de... Ah, là, j'aime bien. Et après, toutes les petites punchlines, elles sont bien placées, j'aime beaucoup. Metadata qui se fait reprendre 50 fois par Jules César sur son prénom, et à chaque fois, c'est un truc... complètement ailleurs, j'ai bien aimé. Non, franchement, ça marche bien. Et c'est pour ça, je pense aussi que ça se regarde vite, quoi, tu vois. Au début, j'ai eu du mal à lancer le premier, et une fois que j'ai lancé le premier, paf, j'ai tout regardé d'un coup, c'était en mode ah ouais, c'est marrant, j'aime bien, je vais relancer. Et paf. Ah ouais, voilà, on va garder faudrait qu'on garde des onomatopées pour les rebalancer, ça fait très, très BD. Très cool, les amis. Avant de conclure, j'aimerais juste faire un petit parallèle historique, juste parce que ça m'a happé pendant Astérix et Obélix. Je me suis dit, qui est Rome en 2025 ? Est-ce qu'en fait, on peut élire une critique ? Déjà, c'est une critique qui est là depuis longtemps, hein, parce qu'on parle des années 60, parce que malgré tout, le scénario, c'est le même, juste retravaillé en mode série animée. Mais c'est la même chose. Et je me suis re-questionné, tu vois, avec maintenant le monde d'aujourd'hui.
qui est-ce que ça décrit Rome en 2025 ? Ça décrit un impérialisme américain, tu vois, avec Trump qui veut récupérer le Groenland. Est-ce que ça correspond plus à la Russie ? Il y a effectivement des critiques de l'extrême droite avec le fameux Roman Salute. Du coup, c'est quoi Rome aujourd'hui en 2025 pour vous ? Cette critique, elle pourrait être au travers de qui ? Et un peu ridicule aussi d'ailleurs, parce qu'en l'occurrence, c'est complètement ridicule la manière dont on voit Jules César à vouloir à tout prix réduire ces irréductibles Gaulois à sa Rome. Pierre, pour toi, ce serait quoi le parallèle historique actuel ? Moi qui suis un peu fanat d'histoire et notamment de ce genre de trucs, je suis pas sûr d'avoir immédiatement un parallèle historique, parce que pour moi, le Rome, comme il est montré un peu à cette période, il correspond plus à l'impérialisme américain de l'ère Bush jusqu'à Obama, et vraiment pas aujourd'hui. Aujourd'hui, si on ferait une comparaison à Rome, on a Trump en héron qui va brûler tout et faire la guerre à Neptune en donnant des coups d'épée dans l'eau, quoi. Mais on est plus sur l'espèce de déclin d'un impérialisme qui a maintenu une Pax Americana pendant un moment, que sur César, qui est alors pas encore l'apogée, mais qui est la montée en puissance de l'Empire romain. Et d'ailleurs, même s'ils le dépeignent comme assez détestable dans Astérix et Obélix, ils font pas justice à quel point César était une ordure dans la réalité historique, et notamment sur l'histoire de la Gaule. Mais j'aurais du mal à faire un parallèle exact à maintenant. Pour moi, ça reflète plus ce que les États-Unis étaient jusqu'à il y a quelques années. Ok. Très bon éclairage. C'est vrai que moi, j'oublie que Jules César, qui est dépeint toujours dans ce truc-là comme un mec cool, devait être un sacré enfoiré. Toi, Romain, du coup, ça t'a connecté des points sur le côté moderne ? Pas tant. En vrai, pas tant. Je l'ai regardé vraiment sans réfléchir pour le coup. Mais si on veut aller par là, je pense que ça peut aussi parler un peu du côté big tech, tu vois, américaine. Les Google, Amazon, Netflix pour le coup. Hein. Donc voilà, ça peut faire penser un peu à ça. Ouais, il y a pas eu de personnage Netflix, non ? Non, si, il y a un personnage qui s'appelle Netflix à la fin. À la fin, ouais. Toute dernière scène. Ah ouais, j'ai pas fait attention, putain. Ils y font référence, mais ah oui, il s'appelle comme ça le gars, parce que je me souviens que c'est vrai qu'à la fin, oui, mais oui, exact. Je me rappelle de la scène. Ok. Bah oui, ça colle bien. Hein. Ouais. C'est malin, je m'y attendais pas. Ça, c'est très malin. Ça a été fort. Donc ouais, parce que côté big tech, je pense, voilà. Et toi, Benjamin, un take en particulier sur l'impérialisme actuel que nous subissons ? Bah, disons que dans la volonté de Jules César, il veut éradiquer un petit peu la culture, peu par la destruction, hein, avec les catapultes à la fin. Il veut éradiquer la culture qui n'est pas la sienne. Moi, ça m'a fait penser à Israël. Voilà. Dans le côté tout brûlé. Non, je comprends complètement. Mais je pense que c'est... Alors, aujourd'hui, l'Amérique, tu vois, on est très dans c'est plus, alors même si Trump, c'est pas tout à fait son fort, hein, pas se mentir, mais on est plus dans du politico-politique avec, tu sais, des guerres de marché, des guerres d'information, des trucs comme ça. La guerre pour la guerre, dans ce cas-là de plus brut, aujourd'hui, alors il y a la Russie aussi, bien sûr, mais qui a d'autres aspects beaucoup plus complexes. Si on parle vraiment de la guerre pour la guerre, moi, ça me fait vraiment penser plus à ça, tu vois, dans le paysage actuel. Non, j'entends. Moi, c'est clair que le côté Ukraine m'a vraiment touché plus là-dessus, sur la guerre pour le coup. Là, pour le coup, c'est un exemple pour moi qui me parle énormément. Et ce côté, je vais pour des causes qui sont complètement infondées ou par pur caprice, tu vois, je vais essayer d'annexer des territoires, etc. Donc ouais, ça m'a vraiment rapproché de ce truc-là. Mais on voit encore, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je pense que le combat des chefs même Astérix et Obélix ayant été écrit post-guerre, dans les années 60 et tout, malheureusement, plusieurs années après, voire vingtaine d'années après, on est encore dans ces problématiques. On a encore des empires, ou en tout cas des puissances, qui veulent mettre à bas des territoires moins... regarde, Appius Begalix, le chef gallo-romain, lui, c'est clairement l'image du collabo, tu vois. Ah, c'est le collabo. Voilà, c'est le collabo, et c'est sorti en 66, donc il y a quasiment 60 ans aujourd'hui. Ouais. Et c'est encore, tout est encore d'actualité. Il y a des articles qui traitent de ça, justement, de comment Goscinny et tout, est-ce qu'il y a des références à tout ça et tout, et il y a pas mal de contenu sur Internet qui le décrivent. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment ce côté, on est encore dans la même merde, on a passé des années et des années, en fait, post un des plus grands traumas de l'histoire de l'Ouest, et voire de l'histoire du monde, et en fait, on est encore dans ces problématiques-là. Et là, ne serait-ce que dans la discussion qu'on vient d'évoquer, je pense qu'il y a 3 ou 4 parallèles différents sur aujourd'hui des puissances, tu vois, qui mangent un peu le côté, la même chose, quoi, sur un délire d'impérialisme, quoi. Et c'est très
C'est déplorable, quoi. Bref, voilà. L'histoire se répète. Et oui, et c'était un petit parallèle, en critique biaisée. On ne fait pas que biaiser la critique, on est aussi, on a des choses à dire, les mots sont posés. Et justement, en parlant de sujets politiques, la prochaine série est une série politique. Et c'est une série politique dans le domaine de Star Wars, qui est sans doute la meilleure série, voire un des meilleurs contenus de Star Wars depuis les premiers Star Wars des années. On dirait que c'est compliqué, 70, 80. C'est très compliqué parce qu'en fait tellement. Attention, vous avez une trigger, Pierre avec Rogue One là. Si je commençais à dire que c'est le meilleur. Je pense qu'il sera d'accord pour dire que c'est dans la lignée de ce côté-là, quoi. Bon. On va pas refaire le match avant le match. On parlera de Rogue One. Juste pour introduire du coup. Andor saison 2, Fambi, as-tu un mot à dire et Pierre décrira un peu de quoi il s'agit juste après. Nouveau format, restez jusqu'au bout. Alors. Moi, ça va être très très simple puisque je n'ai pas vu la saison 1. Il dit la même chose toutes les semaines. Toutes les semaines, c'est la même chose. Alors moi, ça va être très très simple. Je n'ai pas vu. Il le sait. C'est fou quand même. Ah oui, mais bon. Il est pas au courant, quoi. Je vais quand même pas mater les séries en avance. Ça serait pas professionnel. C'est mieux que la veille. C'est pas marqué dans mon contrat. Vous êtes des fous furieux. Non, mais comme j'ai pas vu la série, que j'ai pas maté beaucoup de contenu Star Wars depuis les films, mon seul commentaire d'introduction, ce sera. Voilà. Ok. Je te savais extrêmement bon imitateur d'éléments gutturaux, de la culture pop, mais je ne le connaissais pas celui-là. Je suis. Écoute, on innove. Du coup, le doubleur français de Chewbacca, pour le coup, vous ne le saviez peut-être pas dans l'audience, mais c'est lui. Pour les auditrices et les auditeurs qui veulent en savoir un petit peu plus, Pierre, de quoi va-t-on traiter avec Andor, donc dans 15 jours de quoi s'agit-il, s'il te plaît? Alors, Andor, effectivement, est une série qui se situe dans l'univers de Star Wars, qui fait un lien assez étroit avec le film spin-off qui s'appelle Rogue One, et qui est de mémoire par le même réalisateur. Et vous l'avez cité, et c'est peut-être les deux éléments récents de Star Wars qui, pour moi, valent le plus d'être vus, et on en détaillera plus au prochain épisode. Mais ça suit l'histoire de Cassian Andor, après qui la série est nommée, et qui nous parle un peu de cette introduction pour ce personnage, à ce combat constant entre la rébellion et l'Empire. Et contrairement à beaucoup des contenus Star Wars, se permet d'aller un peu plus loin dans les narratifs, un peu plus loin dans le dystopique et dans l'outil d'oppression qu'est l'Empire, et traite des sujets qui sont pas trop souvent abordés dans Star Wars d'habitude, et qui met un peu plus de gris dans ce côté bon et mauvais de la Force. Et c'est honnêtement rafraîchissant, bien fait, et j'ai hâte de voir la saison 2. Moi, je l'ai pas encore commencé, donc j'espère que je changerai pas d'avis d'ici là. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir plus de contenu d'Andor. Eh bien, formidable. Chers amis, nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour regarder Andor. Regardez-le d'ici là pour pouvoir suivre Critique Biaisée à jour. N'hésitez pas à nous suivre. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire de Spotify ou de tous les réseaux sociaux dans lesquels cet épisode va être posté. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et une belle vie. Voilà, tout simplement. Bah oui, mon con. Allez, tout à 10. Bonne nuit.